Bonsoir à tous. Je vous propose de débuter cette soirée. Donc l'erreur et la faute pour ce soir. Et je me souviens que quand ce sujet a été déterminé, qu'on s'est dit, avec Isabelle Barthes par exemple, qu'il serait bien de consacrer un moment de réflexion justement à la distinction entre l'erreur et la faute, il nous a semblé que c'était une sorte d'enjeu majeur avec une arrière-pensée à peu près évidente, c'est que on les confond souvent et pourtant ce n'est pas la même chose. Il s'agirait donc de deux notions différentes parce qu'appartenant à deux domaines différents. Pour faire vite, disons, sous forme de quelques remarques préliminaires, la faute serait du domaine moral, alors que l'erreur serait simplement du domaine intellectuel. Puis quand j'ai reconnu qu'il serait peut-être bien de faire effectivement une soirée consacrée à ce couple de notions, l'erreur et la faute, il va de soi que j'étais aussi un petit peu attentif à l'usage ordinaire de ces termes dans le langage courant en général, et puis dans le langage médiatique, et même plus précisément politique en particulier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la confusion des termes est assez étonnante et assez massive. Je vous en donne trois exemples, deux exemples tout à fait contemporains, non seulement de notre époque, mais même relevant l'actualité récente, puis un beaucoup plus célèbre, mais beaucoup plus ancien, plus historique, qui nous permettent de comprendre qu'au fond, il y a une sorte de flottement entre les termes, et non seulement en ce qui concerne leur distinction sémantique, mais même en ce qui concerne la hiérarchisation de leur gravité. On pourrait se dire spontanément que la faute, c'est plus grave que l'erreur, mais au fond, juger l'une plus grave que l'autre, c'est encore les situer sur le même plan, en tout cas les juger selon une même norme. Donc je vous donne ces trois exemples qui, à titre introductif, ont quelque chose d'assez éclairant. Il y a quelques jours, quelques semaines, je crois, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, disait ceci à propos de l'affaire Meyrat. Je le cite, « Sur la connaissance de l'individu Meyrat, incontestablement, l'analyse de la DCRI n'était pas la même que ceux qui le connaissaient. » Et voilà la partie de la phrase qui m'intéresse. Et là, incontestablement, il y a eu une faille, une erreur et une faute. Je crois que c'est l'exemple type de phrase assez courante où, au fond, la faute, l'erreur sont mis sur le même plan et traités à peu près comme synonymes. Dans cette phrase, vous enlevez soit le mot erreur, soit le mot faute, vous ne changez strictement rien à ce que semble avoir voulu dire Manuel Valls. Autre exemple qui renvoie, semble-t-il, à une sorte de hiérarchisation plus classique. On va rester dans le domaine politique, enfin qui a été politique à une époque en tout cas, celui de l'affaire Strauss-Kahn. À propos de l'affaire que vous connaissez tous, il a dit ceci, « Je reconnais avoir fait une erreur, peut-être même une faute. » Ah, là c'est assez intéressant, parce qu'on sous-entend qu'il y a bien une différence et que ce serait peut-être pas la même chose que d'avoir fait une erreur et d'avoir fait une faute. Il y a donc une manière ici de faire de l'erreur quelque chose qui doit être envisagé éventuellement sur le plan moral. Donc une sorte de distinction là qui commence tout doucement à se manifester comme possible, même si bien évidemment elle n'est pas élaborée dans la suite du propos. Donc dans le premier cas, avec la formule de Manuel Valls, on a quelque chose comme une quasi-synonymie, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Dans le deuxième cas, avec la formule de Dominique Strauss-Kahn, on aurait plutôt l'idée assez classique que la faute ressort du domaine moral et que c'est plus grave de commettre une faute que de faire une erreur. Puis troisième formule, certains d'entre vous la connaissent peut-être, on l'attribue à Talleyrand au lendemain de l'assassinat du duc d'Enghien, qui était l'héritier présomptif du trône de France.
Et le pouvoir politique de l'époque, le pouvoir napoléonien, décide dans des circonstances obscures qu'il valait mieux peut-être l'éliminer. Il est assassiné, et le lendemain, Talleyrand rencontre Napoléon, et à cette formule, « Votre Majesté », c'était plus qu'une faute, une erreur. C'est-à-dire que là, on a un schéma qui s'inverse. Ce qui est grave, après tout, ce n'est pas la faute morale, c'est l'erreur politique qui pourrait ici être considérée, dans une perspective sans doute un petit peu cynique, comme plus lourde de conséquences qu'une simple faute morale. Or, il ne s'agit pas pour moi de faire une sorte d'herméneutique ou d'interprétation de ces formules, Talleyrand, Strauss-Kahn ou Valls, mais il s'agissait simplement de vous les proposer comme exemple d'une certaine confusion sémantique qui explique parfois qu'on ait du mal à y voir clair dans ce qui permet de distinguer et de définir ces deux termes. Pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, on sent bien quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous le disais, la faute donc relèverait du domaine moral, l'erreur relèverait du domaine intellectuel. La conséquence serait donc relativement simple. Quand on fait une erreur, c'est qu'on se trompe. Bon, très bien. Mais ça veut dire alors qu'on ne serait pas coupable de se tromper. Et se tromper ne nous renverrait pas à un domaine qui serait donc celui de la culpabilité. Mais l'autre conséquence, c'est que ce n'est pas alors par inadvertance que l'on pêche, si on veut utiliser dans le domaine moral ce vocabulaire de type religieux. On n'est pas coupable de se tromper, mais ce n'est pas par inadvertance que l'on pêche. Et la différence serait là. À partir du moment où ce n'est pas par inadvertance que l'on pêche, il peut y avoir quelque chose comme une faute. Mais si on s'est simplement trompé, alors, dans ce cas-là, on n'a pas à être victime de quelque chose comme une imputation de culpabilité. Et d'ailleurs, quand on cherche à distinguer le fait de se tromper de l'idée de culpabilité, voire à les séparer radicalement, on rappelle en général la fameuse formule latine que vous connaissez tous, errare humanum est. Voilà ce qui sert d'alibi un petit peu simple. Après tout, l'erreur est humaine, paraît-il. Or, vous connaissez tous le sens ordinaire de cette formule. Je crois qu'elle a pour fonction de nous rappeler que l'erreur est la marque de la fragilité de l'homme qui ne sait pas tout, dont l'intelligence est limitée peut-être, et à qui, par conséquent, il arrive de se tromper. L'homme se tromperait parce qu'il n'est pas Dieu, il est simplement humanum et non pas divinum, et qu'à ce titre, il ne jouit pas de cette infaillibilité que l'on pourrait reconnaître à un être omnipotent et omniscient. Mais on peut aller plus loin, me semble-t-il, en rappelant que humanum, dans la tradition classique, ne s'oppose pas simplement à divinum. L'humain ne se distingue pas seulement du divin. L'humanum se distingue aussi de ce qui est animal. Ce qui fait que l'homme est humain, c'est pas seulement par défaut qu'il n'est pas un dieu, mais c'est aussi qu'il n'est pas bestial. Il n'est pas une bête. Et si j'attache de l'importance à cette remarque, c'est parce qu'on pourrait considérer que les bêtes, elles, ne se trompent pas. Alors bien sûr, cette formule demandera sans doute à être affinée, mais si elles ne se trompent pas, c'est parce qu'elles ne jugent pas. Si je juge que ce stylo est un stylo rouge et que je m'aperçois après en avoir ôté le capuchon que c'est un stylo bleu, d'où vient mon erreur? Eh bien, du fait que j'ai jugé qu'il était rouge et que c'est mon jugement qui est faux. Or, les animaux, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un spécialiste de la zoologie, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, les animaux ne jugent pas. Mon chien ne risque pas de croire que ce stylo est rouge, pour la simple raison qu'il y a peu de chances qu'il juge qu'il est rouge.
et que là où un jugement n'est pas prononcé, par un acte qui est un acte d'intelligence, après tout, il n'y a pas le moindre risque d'erreur. En poussant un tout petit peu le bouchon, qui est un peu provocateur, je dirais qu'il y a une sorte d'infaillibilité commune aux bêtes et à Dieu, mais dont l'homme, lui, est privé. L'homme qui juge et qui ne se contente pas de percevoir ou de suivre son instinct est en même temps celui qui est mis en situation de pouvoir se tromper. Bref, l'erreur serait le propre, ou le risque de l'erreur en tout cas, serait le propre d'un vivant qui juge à partir d'une essentielle fragilité de sa nature, qui juge alors qu'il n'a pas nécessairement et toujours tous les éléments pour bien juger. On aurait donc, a priori, là de quoi circonscrire le champ propre de l'erreur à partir d'un jugement préalable énoncé en situation de relative fragilité ou de relative ignorance. Le problème, c'est qu'on peut dire à peu près la même chose de la faute. Et c'est là que les choses se compliquent. Dieu ne pêche pas. Les bêtes non plus. Encore un point commun entre Dieu et l'animal, qui, à partir duquel semble se signaler quelque chose comme ce qu'Aristote appellerait peut-être une différence spécifique de l'humanité. Alors je vais le dire autrement. Je veux bien admettre qu'errare humanum est, que l'erreur est humaine ou qu'il est humain de se tromper, comme vous voudrez, mais on pourrait dire la même chose de la faute. Peccare humanum est, péché est humain. Mon chien qui refuse d'obtempérer ne pêche pas. Le lion qui dévore la gazelle ne pêche pas. Et sans avoir besoin de le justifier, je me permettrai à tout seigneur, tout honneur, de partir du principe que Dieu ne pêche pas. Ça veut dire que la faute et l'erreur seraient l'une et l'autre propres à l'homme, au point que leur domaine semble souvent se confondre, au point qu'on peut comprendre une certaine indiscernabilité et, si vous voulez, le risque de la confusion tel que nous l'avons relevé, par exemple, dans la formule de Manuel Valls. Et on se rend bien compte d'ailleurs que, indépendamment de l'espace politique ou médiatique, dans le langage courant, nous passons notre temps à confondre les deux registres. Je vous propose ici 4 exemples simples. D'abord, ce qu'on appelle une faute d'orthographe. C'est assez curieux. On énonce dans les termes qui sont des termes moraux quelque chose qu'a priori on serait plutôt tenté de considérer comme une erreur. Ah je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Pardonnez mon erreur. Errare humanum est. Or, on parle bien de faute. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faudrait pas parler de faute, du tout. Je suis simplement en train d'énoncer une sorte de confusion des registres assez courante. Deuxième exemple, l'utilisation et l'ambiguïté du verbe corriger en français. On peut corriger une erreur. Ah non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Mais on peut aussi corriger quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus menaçant. Et la personne que l'on corrige, attention, ça va prendre une bonne correction, mon gaillard, eh bien, c'est la personne à laquelle on impute une certaine faute. Le vocabulaire de la correction, lui-même, fonctionne aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre simplement théorique ou intellectuel. Troisième exemple de confusion des registres courants, le terme d'indulgence. Faut être indulgent. Très bien. Sans doute faut-il être indulgent, c'est pas ça le problème. Mais pourquoi faut-il être indulgent? Est-ce qu'il faut être indulgent, par exemple, devant une erreur en raison de la difficulté? C'est sacrément compliqué d'accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le COD est placé avant le verbe. Oh là là. Bon allez, soyons indulgents, c'est quand même une situation très complexe. Et dans ce cas-là, on sent bien que l'indulgence est liée à la difficulté supposée d'un exercice
ou du respect d'une règle. Indulgence envers certaines erreurs. Mais l'indulgence aussi, de manière courante, elle appartient au vocabulaire de la faute. Il faut être indulgent envers quelqu'un dont la faute, dira-t-on, n'est pas si grave. Et dans ce cas-là, l'indulgence n'est pas liée à la difficulté théorique, elle est liée au caractère véniel de la faute. Mais c'est le même vocabulaire qu'on utilise. Dans les deux cas, on parlera d'indulgence. Quatrième exemple, peut-être encore plus sidérant. Alors, je ne sais pas comment l'énoncer, ce verbe. Alors, le verbe « se tromper ». Vous pouvez mettre le « se » entre parenthèses si vous voulez. C'est assez curieux. À la forme pronominale, il n'est rien d'autre que l'indication d'une erreur. « Oh, je me suis trompé, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès ». À la forme transitive, tromper quelqu'un, il a clairement une signification morale. Il a clairement la signification d'une faute. Et quand on y réfléchit, c'est quand même assez extraordinaire. Il suffit de l'utiliser à la forme pronominale, alors qu'il a toujours un complément d'objet. Tromper quelqu'un ou se tromper, littéralement se tromper, c'est tromper soi-même. Si je suis moi-même le sujet et l'objet de la tromperie, c'est juste une erreur. Mais s'il y a distinction entre le sujet de la tromperie et l'objet de la tromperie, ça devient une faute. Pour quelle raison? Assez mystérieuse, j'espère que vous me le concéderez. Dans les deux cas, il s'agit bien de tromperie. Que ce soit moi que je trompe. Alors je sais bien que quand je force un peu le sens, quand je dis « je me suis trompé », on n'entend pas spontanément « je suis moi-même celui qui a trompé moi-même ». Bon, d'accord, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'entend. C'est pas grave, dans les deux cas, il est bien quand même question du verbe « tromper ». Et du coup, il y a bien une tromperie qui a un sens simplement intellectuel, voilà, se tromper, et puis une tromperie qui a un sens moral, tromper quelqu'un. Donc, 4 exemples de la confusion des registres en ce qu'elle a de courant et de répandu. On voit donc bien que l'affaire est complexe et que le vocabulaire ordinaire, et pas seulement le vocabulaire politique ou médiatique, mêle ce que nous aurions spontanément envie de distinguer. Vous n'êtes pas venu ici pour que je vous explique au fond l'erreur et la faute, c'est kiff-kiff bourricot. Vous êtes venu ici pour que je vous aide à distinguer, je pense, l'erreur et la faute. Et c'est d'autant plus compliqué que justement la confusion est courante. Eh bien là aussi, je voudrais rester fidèle à un des principes que je suis toujours lorsque j'essaye de me livrer à un exercice de pensée, c'est quand même ne pas faire fi de ce qui se dit dans l'usage ordinaire des mots. Prendre au sérieux parfois le langage courant, y compris quand il nous semble imprécis. Prendre au sérieux le génie propre d'une langue dont les confusions elles-mêmes sont parfois éclairantes. Et donc, je vous propose une sorte de parti pris, qui va être le mien. Commencer par prendre au sérieux la confusion. Non pas d'emblée distinguer, séparer, calibrer chacun des deux domaines, mais essayer de se dire, bon ben voilà, après tout, est-ce qu'il n'y a pas un sens à cette confusion? Est-ce que cette confusion des registres, ce recoupement parfois des domaines, n'est pas en mesure lui-même de nous apprendre quelque chose? Ne pas aller trop vite vers le jeu de la distinction conceptuelle, ne pas la forcer au mépris d'un registre de langage qui est celui du langage courant. Ça, ce sera mon parti pris. Mon point de départ, le point de départ, si vous voulez, de mon analyse à partir du moment où je vais non plus simplement faire des constats ou poser des questions, mais essayer d'avancer un petit peu, sera une question qui va sans doute vous sembler saugrenue. Et j'aime bien les questions saugrenues, après tout.
Je la posais avec toute la naïveté dont je suis capable, or bien peu peut-être, mais bon, je ferai ce que je peux. Pourquoi nous trompons-nous? Comment ça se fait que l'erreur est possible? Prendre cette question au sérieux. Et j'espère vous amener à comprendre, mais que cette question est importante après tout. Les bêtes ne se trompent pas. Elles peuvent être trompées par leur instinct, mais elles ne se trompent pas elles-mêmes. Dieu ne se trompe pas. Tiens, étrange privilège de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour qu'il soit ce vivant capable de se tromper? Et non seulement ce vivant capable de se tromper, mais peut-être ce vivant incapable de ne pas se tromper. Au moins, parfois. Comment l'erreur est-elle possible? Je vous inviterai à entendre cette question sans parti pris, là, avec naïveté, en acceptant de l'entendre comme une question radicale, aussi saugrenue qu'elle puisse vous sembler. Et c'est donc à partir de là que je vous proposerai un parcours en 3 temps. Je commencerai donc par m'interroger justement sur les raisons de l'erreur. Cette question, comment ça se fait qu'on se trompe? Ma deuxième partie sera simplement consacrée au rapport, enfin la question de la faute, plus précisément, mais articulée à la question de la, alors je ne sais pas comment dire, mauvaise volonté ou volonté mauvaise. On aura vu surgir dans la question, dans l'analyse même des conditions de possibilité de l'erreur, la question d'une volonté peut-être pas toujours maîtresse d'elle-même, et on verra comment cet engagement de la volonté dans la dynamique de l'erreur éclaire peut-être aussi la dynamique fautive. Puis, en troisième partie, eh bien, je m'appuierai sur 3 vers pour essayer de voir s'il peut exister un type d'erreur, qui ne doivent strictement rien à la moindre faute. Ce qui veut dire que j'aurais été embêté auparavant parce que je me serais rendu compte peut-être que derrière toute erreur, il y a quelque chose quand même comme une faute. Alors, y en a-t-il? Y a-t-il des points, des perspectives qui nous permettent vraiment de les distinguer? Que serait une erreur qui n'aurait aucune dimension morale? Et donc je l'ai intitulé « Juger, vouloir et agir », puisque c'est dans l'ordre de l'action que je penserais une erreur qui peut être dégagée de tout fondement par lequel je serais rendu coupable. Je tiens à vous dire tout de suite, pour que les choses soient claires, que le concept décisif autour duquel va s'articuler mon propos ce soir, c'est la notion de volonté. Et que tout ceci, la faute et l'erreur, c'est d'abord une affaire de volonté, éventuellement de mauvaise volonté. C'est-à-dire d'une volonté qui peut éventuellement ne pas incliner naturellement vers le vrai, ce qui bien évidemment lui fait prendre le risque de l'erreur. S'il n'y a pas d'ordination naturelle de la volonté au vrai, eh bien évidemment je peux errer, et qui n'a peut-être pas non plus ordonné naturellement au bien. Et dans ce cas-là, une volonté qui n'est pas naturellement ordonnée au bien serait une volonté qui, elle, me ferait prendre le risque de la faute. Eh bien, commençons par le commencement. Donc, les raisons de l'erreur, ou si vous préférez, pourquoi nous trompons-nous? Cette question, que je trouve assez naïve et rafraîchissante quand on la prend sans parti pris, mais comment ça se fait qu'on se trompe? Elle n'a pas été vraiment massivement prise en charge dans la tradition philosophique occidentale. Généralement, on considère ça comme un fait, l'homme se trompe, et on explique ça simplement, il est faillible. Ça arrive à tout le monde de se tromper, notre intelligence n'est quand même pas infinie. Bon. Il y a quand même, coup de chance pour moi, un philosophe majeur qui a pris cette question parfaitement au sérieux, c'est Descartes. Et en particulier dans la 4e des méditations métaphysiques. Je ne vais pas m'amuser à papillonner de référence en référence. Je vais, dans cette première partie, m'accrocher à Descartes et suivre le mouvement de sa pensée tel qu'il la déploie dans cette fameuse et magnifique 4e méditation métaphysique. Donc Descartes, effectivement, pose cette question, d'où vient l'erreur? Comment ça se fait qu'on se trompe?
Qu'est-ce que c'est que l'homme pour qu'il ait ce privilège assez curieux et équivoque qui fait de lui un vivant apte à l'erreur, capable de se tromper? Je l'ai suggéré tout à l'heure, la réponse spontanée à laquelle on pourrait s'accrocher, c'est celle qui consisterait à dire simplement « nous nous trompons parce que notre intelligence est limitée ». Et qu'un vivant dont l'intelligence est finie, limitée, c'est normal qu'il se trompe quelquefois. Sous-entendu, une intelligence infinie, elle, ne se tromperait jamais. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'en rester à cette idée, nous nous trompons parce que notre intelligence n'est pas infinie. C'est même dans une perspective cartésienne buter, je crois, sur 3 difficultés que Descartes lui-même relève, pas forcément dans la 4e méditation, d'ailleurs. Si je m'autorise un peu de papillonnage, ce ne sera pas en étant infidèle à Descartes, en passant de Descartes à quelqu'un d'autre, mais simplement parfois en rapprochant des textes de Descartes qu'on ne trouve pas dans le même corpus. Première difficulté, on la trouve énoncée au tout début du discours de la méthode, de la première partie du discours de la méthode. C'est un passage très très célèbre, je le cite. « Le bon sens, écrit Descartes, est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être aussi bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. » J'ai jamais réussi à décider si cette formule était ironique ou pas. Que nous dit Descartes? Le bon sens, ici, c'est ce qu'il appelle la raison, l'intelligence. Il n'y a pas de distinction nette entre la raison et l'intelligence chez Descartes, comme il y en a une chez Kant, par exemple. Il dit, ça, c'est bien réparti entre tout le monde, et il se passe quelque chose de curieux. On ne se trouve pas toujours assez beau, on ne se trouve pas toujours assez souple, on ne se trouve pas toujours assez bon aux échecs, par exemple, mais on se trouve toujours avoir suffisamment de bon sens. D'ailleurs, généralement, on reconnaît un imbécile à la capacité assez étourdissante qu'il a à revendiquer le bon sens comme critère de vérité. Tout le monde sait bien qu'il suffirait avec un peu de bon sens, on trouverait immédiatement les solutions qui nous sortiraient de tous les problèmes, y compris les plus difficiles. Mais si on prend Descartes au sérieux, si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, si tous les hommes sont si bien doués du point de vue de la raison, que là, au moins, chacun s'en estime suffisamment pourvu. J'ai jamais vu quelqu'un se dire « Oh là là, moi je suis un peu idiot, je vais essayer de remédier à ça quand même pour augmenter un petit peu mes facultés rationnelles. » Or que j'ai vu bien des gens qui s'estimaient pas assez beaux et qui trouvaient nécessaire de recourir à tous les artifices éventuels qui leur permettraient de devenir plus beaux qu'ils ne sont. Voilà, ça nous inquiète. On ne se trouve pas toujours assez beau, mais on se trouve en général assez intelligent. Donc comment des individus qui, universellement, à en croire Descartes, se trouvent quand même tous assez intelligents, et l'intelligence pour Descartes, le bon sens, c'est la capacité à distinguer le vrai du faux. Donc vous comprenez que c'est assez extraordinaire ça. Nous sommes tous doués de cette capacité qui nous permet de distinguer le vrai du faux, mais alors comment ça se fait que nous ne sommes pas capables toujours de le distinguer? Comment se fait-il que le vivant, qui par excellence, étant doué de bon sens, dispose de cette qualité particulière qui lui permet de distinguer le vrai du faux, comment se fait-il que ce vivant soit le seul qui est capable de se tromper? Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, au fond, se contenter d'une explication du type notre intelligence est limitée, ça n'explique pas grand-chose. En tout cas, ça vient buter sur cette difficulté-là. Deuxième difficulté, Descartes précise un peu plus loin dans ce même texte, qui ouvre le discours de la méthode, premier texte au passage écrit en français moderne, disons, dans l'histoire de la tradition philosophique, il nous dit que les meilleurs esprits ne sont pas davantage exempts d'erreurs que les esprits les plus médiocres. Au fond, ceux qui sont les plus doués intellectuellement ne sont pas ceux qui font moins d'erreurs que les autres. Mais alors, vous comprenez le problème? Si ceux qui sont les plus doués intellectuellement ne font pas moins d'erreurs et en font probablement plus que ceux qui sont moins doués,
c'est que la puissance de notre intelligence, l'extension de notre intelligence, ce n'est pas ce qui est décisif pour nous protéger contre les risques de l'erreur, ou au contraire, pour nous enduire en erreur. Descartes dit d'ailleurs assez clairement que les plus grandes erreurs ont parfois été le fait des plus grands savants. Mais là aussi, si nous nous trompons parce que notre intelligence est limitée, comment expliquer que ceux dont l'intelligence est un peu moins limitée que la nôtre se trompent autant que nous, sinon davantage, et en plus commettent des erreurs parfois bien plus grandes? Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce passage, Descartes ne se contente pas de dire que les meilleurs esprits ne sont pas davantage exempts d'erreurs que les esprits les plus médiocres, il dit d'erreurs et de vices. C'est-à-dire que c'est déjà assez intéressant pour nous aussi, là, que ce qui les rend capables de se tromper pourrait bien être la même chose que ce qui les rend capables de vices, de faire le mal, de mal agir, de faire des fautes. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'intelligence non seulement ne réduit pas le risque de l'erreur, une plus grande intelligence ne nous prémunit pas contre le risque de l'erreur, mais rendrait même possible des erreurs plus lourdes et éventuellement des vices plus graves. Donc, deuxième difficulté qui rend problématique l'idée apparemment simple selon laquelle nous nous trompons en raison du caractère limité de notre intelligence. Troisième difficulté à laquelle nous sommes confrontés si nous admettons cette idée apparemment simple, les bêtes, justement, revenons à elles, sont supposées par Descartes dépourvues de bon sens. Elles n'ont pas cette faculté de distinguer le vrai du faux pour Descartes, et pourtant, elles ne se trompent pas davantage que nous. Même leur instinct, nous dit Descartes, cette fois on est bien dans les méditations métaphysiques, est un guide plus sûr que notre intelligence. Voilà que des animaux que Descartes suppose n'être pas doués d'intelligence sont en même temps reconnus par lui comme disposant d'un guide plus sûr pour ne pas se tromper que cette intelligence que nous revendiquons comme, justement, ce qui nous permet de nous orienter vers la vérité. Et c'est là, je crois, le point de départ de la réflexion, de la méditation de Descartes. Je l'avais suggéré tout à l'heure, je l'avais évoqué. Descartes se rend bien compte que si les bêtes ne se trompent pas, dès lors qu'elles suivent ce guide assez sûr qu'est leur instinct, c'est justement parce qu'elles ne jugent pas, qu'elles ne prononcent pas de jugement, et qu'elles ne peuvent donc pas se tromper elles-mêmes, même si elles peuvent être trompées par un instinct éventuellement défaillant. Alors, c'est quoi la réponse de Descartes? Une fois qu'on écarte l'idée qui semblait simple, selon laquelle nous nous trompons par défaut d'intelligence. Comment on va expliquer l'erreur? La première explication de Descartes est assez connue, en tout cas des étudiants en philosophie. Descartes nous dit, par exemple, dans le discours de la méthode, revenons à lui, que l'erreur relève d'un manque de méthode, justement. Nous nous trompons par défaut de méthode. Je cite, là encore Descartes, une formule pas très compliquée à comprendre, je crois. « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. » Et dès la première partie du discours de la méthode, eh bien Descartes, précisément, nous explique que, eh bien, il faut disposer de quelques règles, règles d'évidence par exemple et d'autres, et les suivre de manière rigoureuse pour, justement, se prémunir contre l'erreur. Au fond, l'erreur pourrait être réglée par une méthodologie adéquate qui nous permettrait de garder le cap et de ne pas nous écarter de la voie de la vérité. Le problème de l'erreur serait renvoyé à un simple problème de méthode. Et le souci, le but d'ailleurs du discours de la méthode, c'est précisément d'offrir aux savants de son temps une méthode que Descartes postule comme rigoureuse et claire,
qui permettent justement de se préserver de l'erreur. Alors bon, on veut bien au fond, que la question de l'erreur relève purement et simplement d'une question de méthode, mais je ne pense pas que ça convainc grand monde ici. On a à nouveau un problème. Les méthodes les plus fiables n'empêchent pas les erreurs. On le sait quand on est professeur de mathématiques. Vous pouvez donner les méthodes de calcul d'une inconnue les plus rigoureuses, les plus précises et les plus fiables. Ça n'empêchera pas un certain nombre d'étudiants, généralement assez nombreux, de se tromper, à mesure, bien évidemment, de la difficulté de l'équation. Si c'est un polynôme du deuxième degré, c'est sûr que là, ça se complique un petit peu. Ce n'est pas un problème de méthode. La méthode la plus précise et la plus rigoureuse ne dispense pas grand monde, en réalité, de se tromper parfois. Et au passage, même Descartes. Descartes use de sa méthode imparable pour établir les lois des chocs, par exemple, à cette belle loi des chocs. Non seulement certaines sont fausses, 6 sur les 7, ce qui est quand même pas mal, mais il y en a même quelques-unes qui sont à peu près délirantes. Il imagine des rebonds entre des sphères pleines, là où nous savons d'expérience qu'il n'y aurait absolument pas de rebond, par exemple. Bon, je ne vais pas faire quelque chose sur les lois des chocs chez Descartes, mais Descartes lui-même, le méthodologue, ça n'existe pas, mais enfin, voilà, le spécialiste par excellence de la méthode, et qui voit dans la méthode la condition même d'une science rigoureuse et ordonnée à la vérité, même armé des meilleures intentions du monde, ça ne l'empêche pas, lui aussi, de commettre des erreurs manifestes. Il va donc falloir admettre, mais avec Descartes encore, que la racine de l'erreur est ailleurs. Et justement, cette racine de l'erreur, Descartes, je crois, la découvre dans la 4e méditation métaphysique. Postérieure de quelques années, bien sûr, au discours de la méthode. Je reprends son analyse. Il commence par remarquer ce qu'on a remarqué tout à l'heure, qu'on peut considérer que nous n'avons pas reçu de Dieu une puissance de discernement infinie. Bref, que nous avons effectivement une intelligence limitée. Donc Descartes évoque cette possibilité d'explication. Mais il l'écarte aussitôt. Il n'en est pas satisfait. Et alors son explication est assez amusante parce qu'il dit ceci, au fond, ça fait de Dieu un créateur, soit imparfait, soit impuissant. Si Dieu nous a donné une intelligence limitée, soit il y a en lui un défaut de perfection, il aurait pu nous créer plus intelligents, soit ça fait en lui un créateur impuissant. Il n'aurait pas pu, mais alors c'est qu'il n'est pas tout puissant. Et ça répugne à Descartes. Pas question de porter atteinte à la majesté de Dieu, à sa perfection et à sa puissance. Or, c'est ce qu'on fait si on postule notre intelligence imparfaite et limitée. Je cite d'ailleurs Descartes au paragraphe 6 de cette 4e méditation métaphysique. « Il n'y a point de doute que Dieu n'ait pu me créer tel que je ne puisse jamais me tromper. » Il n'y a pas de doute. Il aurait pu. S'il aurait pu, il y a deux questions. Soit, pourquoi il ne l'a pas fait? Soit, il l'a fait. Il m'a créé capable de ne pas me tromper, et pourtant je me trompe quelquefois. Aussi mystérieux, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est cette piste-là que Descartes va suivre. Il m'a créé capable de ne jamais me tromper. Mon intelligence est infinie. C'est étonnant, vous allez voir, et en même temps, c'est d'une rigueur tout à fait stupéfiante. Ce que veut nous dire Descartes, c'est que dans son genre, mon intelligence, à ce qu'il appelle mon entendement, est bien quelque chose de parfait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que ce que je juge être vrai en toute clarté, que cette clarté soit intuitive ou que cette clarté soit démonstrative, est assuré d'être vrai. Je peux, en mathématiques, être assuré de la vérité de ma démonstration. Et si je peux en mathématiques être assuré de la vérité de ma démonstration, c'est que dans son genre,
humain, mon intelligence est parfaite. Il y a donc bien pour Descartes une ordination naturelle de l'intelligence à la vérité. Non seulement l'intelligence recherche la vérité, mais elle est parfaitement capable de la reconnaître quand elle l'a atteinte. Ce qui veut dire que la cause de l'erreur n'est pas dans l'intelligence, elle est ailleurs. Et nous dit Descartes, eh bien, l'erreur résulte de l'interférence de deux causes, et non pas de la faiblesse d'une cause particulière. Elle n'est pas due aux limites de mon intelligence, mais à l'interférence entre l'entendement et la volonté. Qu'est-ce que c'est que l'entendement pour Descartes? C'est la puissance de connaître. Qu'est-ce que c'est que la volonté? C'est la puissance de choisir, d'élire. Or, justement, nous dit-il, ce qui se passe tout à fait couramment, c'est que la volonté tend à déborder l'intelligence. Nous affirmons davantage que nous comprenons. Et si vous avez du mal à comprendre, je vais prendre un exemple très simple. Prenez une équation simple, je ne sais pas, du style 2x plus 3 égale 5. Ça va, c'est à la portée de tout le monde. Bon, je peux concevoir que la solution de cette équation, c'est x égale 1. Bon, très bien. Et puis, une fois que j'ai conçu ça, je peux en être sûr. Mon intelligence est parfaite en son genre, elle a reconnu la vérité qu'elle a su, en même temps, découvrir. Bon, jusqu'à là, pas de problème. Imaginez quelqu'un qui se trompe. Par exemple, qui dit que le résultat de cette équation, c'est x égale 2. Il y a quelque chose qui est impossible. Il ne peut pas concevoir que la solution de cette équation, c'est x égale 2. Il ne peut pas concevoir à la fois que 2x plus 3 font 5 et que dans cette équation, 2 est la valeur de x. C'est impossible à concevoir. Il peut le dire, il peut l'écrire, mais il ne peut pas le concevoir. C'est donc absolument inconcevable. L'erreur est au sens propre inconcevable. Elle ne peut pas être conçue. L'intelligence qui est ordonnée naturellement à la vérité ne peut pas concevoir le faux. Ce n'est pas possible. Je peux le dire, je peux l'écrire, mais je ne peux pas le concevoir. Pourquoi est-ce que je peux le dire? Je peux le dire non pas parce que je le conçois être tel, je ne peux pas dire que la solution de cette équation c'est x égale 2 parce que c'est ça que je conçois, puisque c'est justement ce que je ne peux pas concevoir. Mais, nous dit Descartes, parce que j'affirme au-delà de ce que je conçois. Je ne conçois pas du tout que dans cette équation, la solution est x égale 2, mais ce que j'affirme déborde ce que je suis capable de concevoir. Je choisis donc une valeur que je ne connais pas, que mon entendement ne me présente pas comme une valeur possible. Je choisis une valeur sans la connaître, et c'est ce qui fait que je me trompe. Si vous voulez, on va le dire en termes plus techniques, mais je pense que maintenant vous pourrez le comprendre, l'erreur est un parasitage de l'intelligence par la volonté. Elle n'est pas un défaut de l'intelligence qui ne peut pas concevoir l'erreur. Elle est un parasitage, l'erreur dans l'ordre de la démonstration. Elle est un parasitage de l'intelligence par la volonté. Je me trompe parce que j'affirme au-delà de ce que je comprends ou de ce que je connais. Un autre exemple, si vous voulez, simple, je vous annonce là le temps qu'il fera demain. 18 degrés à Strasbourg, les terrasses seront ouvertes, il y aura un taux d'ensoleillement tout à fait satisfaisant, c'est le retour du printemps. Voilà. Bon, imaginons que je me trompe. Non, je vous rassure, je ne me trompe pas, c'est pour demain. Bon. Mais imaginons. Hein. Eh bien, ça veut dire quoi? Non pas que j'ai conçu mal le temps qu'il fera demain. Ce qu'il faut dire, c'est que je ne l'ai pas conçu du tout. Mais que j'affirme, je choisis d'affirmer, je choisis d'exprimer une affirmation qui déborde largement le pouvoir que j'ai de me représenter rationnellement le temps qui fera demain. Pour ne pas me tromper, il aurait suffi d'une toute petite chose, que je ne veuille pas dire ce que je ne sais pas, que je retienne ma volonté, que je ne lui lâche pas
la bride. Il aurait suffi que je me taise là où je ne sais pas, et au passage, si je décidais de me taire chaque fois que je ne conçois pas clairement quelque chose, je ne me tromperais jamais. Je crois d'ailleurs que, ben voilà, c'est terminé. J'arrête là. Aujourd'hui, on va arrêter à 7h moins 5 pour que je ne prenne strictement aucun risque. Bref, l'erreur résulte d'un mauvais usage de la volonté. L'esprit qui se perd en conjecture, c'est l'esprit qui se trompe. C'est l'esprit qui affirme au-delà de ce qu'il connaît. Et on comprend donc que l'erreur n'est pas due à une faiblesse de nos facultés, même pas de la volonté. La volonté ici n'est pas faible, puisqu'elle s'étend au-delà des limites qui lui sont imparties. Il y a une fougue, une puissance de la volonté qui justement l'étend au-delà des limites que l'entendement voudrait lui prescrire. Il n'y a donc ici ni faiblesse de la volonté, ni faiblesse de l'entendement, mais débordement de la volonté sur l'entendement. Conflit des facultés, dira Kant plus tard. Conflit entre la volonté et l'entendement. Et c'est ce conflit de deux facultés qui en elles-mêmes sont parfaites dans leur genre, qui produit chez l'homme la possibilité de l'erreur. Je reprends cette formule. L'erreur n'est pas due à une faiblesse de nos facultés, mais à un conflit des facultés. Et pourquoi je la reprends ? Parce qu'il va être temps pour moi de passer vers ma deuxième partie, avec une petite surprise. Ce que je viens de dire là, je le reprends encore une fois pour bien insister, l'erreur n'est pas due à une faiblesse de nos facultés, mais à un conflit des facultés. Eh bien, je peux garder exactement la même proposition pour la faute. Ça marche tout aussi bien. On va le voir. Deuxième partie, donc, la faute et le problème de la mauvaise volonté. On laisse Descartes et on va aller chercher un spécialiste de la faute dans son rapport à la volonté, et le grand spécialiste en Occident du rapport entre faute et volonté, c'est saint Paul. Romains 7, Épître aux Romains, chapitre 7, je cite, « Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » H-A-I-S. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Je ne vais pas me lancer dans une exégèse de cette formule à la fois brillante et si riche qu'elle en devient effectivement sans doute très, très complexe. Mais au fond, l'idée, c'est qu'il y a bien un conflit des facultés. Je sais bien, quand je choisis le mal, que c'est un mal. Et ce mal que je choisis, pourtant, je ne le veux pas, puisque ma volonté est ordonnée au bien. C'est le bien que je veux, c'est le mal que je fais. Et pire que ça, ce mal que je fais, je le fais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire je le connais comme un mal, et pourtant, je le fais. C'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie de la faute qui est quand même étonnamment analogue à la dramaturgie de l'erreur. Il y a bien ici, dans ce que nous dit saint Paul, et que je vous invite à relire à tête reposée, chapitre 7 de l'Épître aux Romains, un conflit entre une tendance, ce que saint Paul appelle la chair, et une connaissance. Le pécheur connaît la loi qu'il transgresse, sinon il ne serait pas pécheur, et reconnaît en même temps sa valeur. Je vais le dire autrement, celui qui vole, par exemple, ne vole pas parce qu'il croit qu'il est bien de voler, sinon ce ne serait pas du vol. Un enfant qui chaparde ce qu'il croit appartenir à tous, des bonbons dans un paquet éventré dans un grand magasin, c'est arrivé à un de mes fils une fois, j'ai eu un mal fou à lui faire comprendre que non, c'est du vol. Il ne voyait pas du tout pourquoi. Mais c'est éventré, ils ne vont plus le vendre. Oui, mais c'est du vol, c'est pas toi, donc c'est du vol. Bon. Dans ce cas-là, c'est pas du vol. Bon, enfin, c'est pas du vol s'il ne sait pas que c'est mal. C'est-à-dire que celui qui vole ne vole pas parce qu'il croit qu'il est bien de voler. Il vole, au fond, parce qu'il sait que voler est mal, c'est-à-dire que son intelligence n'est pas en cause. Il a une connaissance du bien et du mal, celui qui fait le mal. Et pourtant,
il vole quand même. Et il vole d'une certaine manière parce qu'il veut voler. Donc sa volonté elle-même n'est pas tout à fait en cause, pas en tout cas la puissance de sa volonté, pas davantage que la puissance de son entendement. Sa volonté est ferme, et elle va d'ailleurs le pousser à la faute. D'une certaine manière, il veut voler, sans quoi ce ne serait pas une faute, s'il était contraint de le faire. Si lui plonge la main dans le sac et qu'il se retrouve avec des bonbons dans la main, il n'a rien volé du tout, parce que sa volonté, précisément, n'est pas engagée. Et son intelligence elle-même n'est pas en cause, il sait que c'est mal. Et d'ailleurs, comme je le rappelle quelquefois, même dans une société de brigands, il est interdit de voler. On peut voler les autres, mais la preuve qu'on sait que c'est mal, c'est essayer de voler des brigands. Vous allez voir s'ils vont considérer que vous êtes justement celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Ça m'étonnerait qu'ils vous accueillent comme un messie, surtout si a priori vous faites partie de leur bande. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'il y a une différence ici entre l'approche cartésienne et l'approche paulinienne, c'est que l'approche cartésienne éclaire la possibilité de l'erreur, alors que l'approche paulinienne éclaire la possibilité de la faute, du péché. Pour Paul, et la différence, elle est peut-être là, il y a une différence, c'est que ce que je fais, je ne le veux pas. En même temps, on se rend compte qu'elle est écartelée ici, cette volonté. Si je ne le voulais vraiment pas, je ne le ferais pas. Donc, d'une certaine manière, il faut bien que je le veuille quand même. C'est-à-dire qu'apparemment, chez saint Paul, le conflit intérieur n'est pas un conflit entre la volonté et l'entendement, comme c'est le cas chez Descartes. Apparemment, c'est un conflit entre la chair et l'entendement. Ce que saint Paul, en tout cas, appelle la chair, une sorte de puissance spontanée qui me détourne du bien. C'est-à-dire que la volonté pour saint Paul serait ordonnée au bien, mais perturbée, corrompue, si vous voulez, par un troisième larron, qui serait la chair. Je vais essayer de préciser ici la différence que je perçois. Si dans l'erreur, la volonté est ce qui déborde l'entendement, excès de la volonté sur l'entendement, eh bien, dans le cadre de la faute, la volonté est plutôt ce qui est affaibli. La faute relèverait d'une faiblesse de la volonté, alors que l'erreur relèverait d'un excès de la volonté qui viendrait déborder l'entendement. Autrement dit, le fautif ne voudrait pas le mal qu'il fait, sinon c'est le pervers. Celui qui veut le mal qu'il fait et qu'il revendique, ce n'est pas simplement le coupable, c'est le pervers. Bon. Si on laisse de côté la figure du pervers, le fautif ordinaire, on peut reconnaître, c'était en gros la manière dont se le représentait Platon, Socrate peut-être, Aristote dans certaines pages, mais pas dans toutes, eh bien, serait celui qui ne veut pas le mal qu'il fait, mais justement, le problème, c'est que sa volonté est faible. La faute serait due à une faiblesse de la volonté. Je dis bien serait due parce que on est obligé d'avancer quand même un petit peu, c'est pas si simple que ça. Deux questions au moins se posent, et que je voudrais poser avec vous. D'abord, qu'est-ce qui affaiblit cette volonté? D'où vient cette volonté faible? Et puis, deuxième question, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas vouloir le mal? Est-ce que c'est si vrai que ça? Cette idée, si vous voulez, de la morale socratique, nul n'est méchant volontairement, celui qui agit mal n'est pas celui qui veut le mal, celui qui veut son bien et qui prend son bien pour le bien. Il se trompe en faisant le mal parce qu'il a mal identifié la nature du bien. Ce qu'on appelle parfois l'optimisme socratique, qu'on rassemble dans cette formule « nul n'est méchant volontairement ». Formule que Socrate n'a peut-être jamais prononcée, peu importe. De toute façon, Socrate n'ayant rien écrit, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et Platon ne s'en prive pas d'ailleurs. Alors je vais reprendre ces deux questions. Qu'est-ce qui affaiblit cette volonté? Alors on connaît la réponse chrétienne, chrétienne plutôt que judéo-chrétienne. Ce qui affaiblit cette volonté, ce serait le péché originel. Et le péché originel, c'est quoi?
au-delà de ces représentations galvaudées pour catéchisme primaire, ce serait, et c'est ce que nous dit la tradition de l'Église chrétienne, c'est ce que nous dit saint Augustin, le péché originel, c'est un amour immodéré de soi. Et ça ouvre peut-être une piste intéressante. C'est ça le péché originel pour saint Augustin. C'est un détournement d'amour. Je m'aime moi-même bien plus que l'auteur de mes jours, bien plus que celui à qui je dois d'être vivant, bien plus que j'aime mon Créateur. Au lieu de m'aimer à la lumière de l'amour que j'ai pour Dieu, nous disent Augustin et Pascal, je m'aime moi-même infiniment. Un retournement d'amour qui, je fais de moi-même l'objet ultime de mon amour. Ma capacité d'aimer se pervertit en amour-propre. C'est ça le péché originel pour la tradition augustinienne. En termes profanes, si vous voulez, je me préfère à la loi que je sais bonne, parce que je me préfère à toute chose. La loi est bonne, mais mon intérêt est encore meilleur. C'est bien de faire le bien, mais moi, c'est quand même encore bien mieux que cela. Et je crois que ce qui se dit derrière cette tradition chrétienne du péché originel, c'est pas du tout une espèce de fantasmagorie délirante et arbitraire. Je crois que ce qui se dit, c'est au fond quelque chose comme un sens psychologique très affiné. La racine du mal, c'est l'absolue préférence de soi. Quand je m'aime plus que tout, je m'aime plus que la loi. Je m'aime plus que le bien que je suis capable de reconnaître. Je m'aime plus que l'équilibre social que je suis censé respecter. Et surtout, je m'aime plus que les autres. Et on a donc une version kantienne que certains d'entre vous connaissent, au fond. Qu'est-ce que c'est que la faute morale, pour Kant? Elle consiste à faire une exception en ma faveur qui détourne ma volonté du bien que mon intelligence est pourtant capable de reconnaître. Kant nous le dit. J'ai déjà cité cette formule, je crois que vous la trouverez aussi sur la tombe de Kant, à Königsberg, enfin ça n'existe plus, Königsberg, ça s'appelle comment, Kaliningrad maintenant, c'est Kaliningrad, c'est ça, hein. Alors il faut aller loin, parce qu'on dit parfois que Kant est allemand, non, c'est un Prussien, c'est un Balte, c'est bon. Et sur la tombe de Kant, je crois qu'il y a cette phrase qu'on a extrait de la seconde critique, la critique de raison pure pratique, deux choses emplissent mon cœur d'une admiration sans cesse renouvelée, la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de moi. Quand Kant dit la loi morale en moi, c'est pas en moi Emmanuel Kant. En tout homme, la loi morale est gravée et tout homme en a une connaissance claire. Mais si tout homme a une connaissance claire de la loi morale, comment fait-il qu'il la transgresse? Réponse de Kant, parce que la faute morale consiste précisément à la fois à connaître la loi morale et à faire une exception en sa faveur pour servir ses intérêts particuliers. Bref, dans cette perspective, la fragilité de la volonté n'est pas une fragilité advenue, elle est une fragilité intrinsèque. La volonté serait intrinsèquement fragile parce que corrompue par l'amour immodéré que chacun de nous a pour lui-même et pour ses intérêts particuliers. Il y a une autre réponse possible à cette question, qu'est-ce qui affaiblit la volonté? C'est la réponse d'Aristote. Pour lui, la faiblesse de la volonté est extrinsèque. Elle est advenue. Elle n'est pas connaturelle, si vous voulez, à la volonté. C'est-à-dire, elle n'est pas un effet inévitable d'un amour-propre universel. Aristote, dans le livre 3 de l'Éthique à Nicomaque, nous dit que, au fond, notre volonté devient faible quand elle devient relâchée. Quand on a pris des mauvaises habitudes, comme on prend des mauvais plis, et qu'au fond, la volonté faible, c'est la volonté qu'a laissé s'affaiblir celui qui a pris l'habitude de mal agir. L'exemple qu'il donne, c'est pas parce que je suis un ivrogne que je bois, c'est parce que je prends la mauvaise habitude de boire que je deviens un ivrogne. Et l'ivrogne n'est pas celui qui substantiellement, essentiellement, caractériellement, si vous voulez, est un ivrogne. C'est celui qui, à force de succomber au désir de boire, n'a plus cette volonté ferme qui lui permettrait de résister à la tentation de la boisson.
Ce sont les mauvaises habitudes qu'il a prises qui ont affaibli sa volonté. Et là, Aristote est assez pessimiste. Il nous dit, mais le problème, c'est quand la volonté est à ce point affaiblie, il est quasiment impossible, nous dit-il, de retrouver le chemin du bien moral. Une volonté relâchée ne dispose plus des ressources propres qui lui permettraient de se raffermir et de se réorienter rigoureusement vers le bien. Voilà deux façons possibles de penser la faiblesse de la volonté, soit comme faiblesse intrinsèque, qui aurait pour cause l'amour immodéré qu'on a pour nous-mêmes, la racine de la faute serait là, soit une faiblesse extrinsèque liée à l'habitude, dit Aristote, de vivre de manière relâchée. Deuxième question que j'ai voulu poser ici, c'est est-il vrai qu'on ne peut pas vouloir le mal? Bon, je ne reviens pas à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En général, semble-t-il, on veut le bien. Et perspective socratique, donc je vous rappelle, celui qui fait le mal par ignorance, parce qu'il prend pour le bien particulier qu'il convoite. Erreur de perspective, il prend son bien pour le bien. Bon. Dans ce cas-là, les choses seraient claires, on ne peut pas vouloir le mal. Optimisme socratique. Je vais devoir passer vite, mais il y a quand même quelqu'un qui, à la fin du début du XIXe siècle, a théorisé cette volonté pure qui veut le mal pour le mal, c'est le marquis de Sade. La volonté perverse, elle n'apparaît pas ici comme une simple construction littéraire, elle apparaît quasiment comme une sorte de concept philosophique. Lisez la philosophie dans le boudoir, pas les scènes sagaces, mais les scènes prétendument philosophiques, c'est-à-dire d'argumentation assez étonnante du marquis de Sade, mais on sent bien qu'il y a ça. Il s'agit au fond de vouloir le mal pour le mal, c'est-à-dire que ce qui est élaboré ici, c'est le spectre assez monstrueux d'une volonté perverse qui, quand elle fait le mal, ne se trompe absolument pas. C'est-à-dire qui veut le mal qu'elle fait, qui le fait en toute conscience, en toute clarté et en toute lucidité, quitte à en donner une théorisation parfaitement rationnelle, ou en tout cas que Sade considère, ou Dolmancé, dans la philosophie dans le boudoir, je veux bien distinguer le Dolmancé et le marquis de Sade, mais que Dolmancé, qui théorise en tout cas les sévices qu'il fait subir à la pauvre Eugénie, eh bien, théorise de manière qu'il considère parfaitement rationnelle. Pourquoi j'ai pris le temps de distinguer ici ces figures du rapport au mal et donc à la faute? Parce qu'à la lumière de ces analyses, il me semble qu'on pourrait s'amuser à essayer de penser la faute professionnelle. Je vous propose 3 exemples de fautes professionnelles et on va voir qu'elles peuvent s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories. Prenons l'exemple de quelqu'un à qui on reproche des retards chroniques. Ça arrive, des gens qui sont toujours en retard. Bon, d'accord. Ce schéma-là est relativement simple. Il relève de la faute telle qu'elle est théorisée par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. La mauvaise habitude m'a fait prendre un mauvais pli. Et quand j'ai pris l'habitude de me lever trop tard, de prendre mon tram trop tard, bien évidemment, j'ai pris l'habitude d'arriver en retard. Et on sait bien que le pli pris est difficile à défaire, qu'il est difficile d'affermir sa volonté quand précisément la cause de notre faute est un relâchement de la volonté. Un retard reste un accident, des retards chroniques sont bien sûr des retards fautifs. Donc, exemple de faute professionnelle, le retard chronique, le schéma aristotélicien fonctionne très bien. Deuxième exemple de faute professionnelle avec laquelle je me suis amusé, l'employé qui privilégie son intérêt personnel sur l'intérêt de la société qui l'emploie. Dans ce cas-là, on a un schéma relativement classique, ce que j'appelle le schéma paulinien ou augustinien. Au fond, je me préfère à la société qui m'emploie.
et je privilégie donc mon intérêt sur l'intérêt global de la société dont je suis l'employé. On est plutôt ici, encore une fois, dans le schéma de type augustinien. Voilà. Troisième exemple de faute professionnelle, l'espion, ou l'employé qui voudrait s'aborder de l'intérieur une société. Ça peut arriver. J'imagine, j'espère que c'est rare, mais je n'ose croire que ça n'arrive jamais. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on serait plutôt dans le schéma pervers. Je sais parfaitement ce que je fais, et je veux le mal que je fais, par exemple parce que je peux me venger d'un employeur indélicat, ou parce que je travaille pour une autre puissance. Mais si je travaille pour une autre entreprise, et que je suis une sorte d'agent double à l'intérieur de l'entreprise, on revient sur le schéma numéro 2, puisque c'est mon intérêt que je sers, plutôt que l'intérêt de la société qui me fait confiance. Donc bien sûr, ces trois niveaux d'analyse peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Il peut y avoir dans la faute professionnelle quelque chose qui ressort d'un schéma pervers, il peut y avoir quelque chose qui ressort d'un schéma augustinien, amour-propre, préférence absolue que j'accorde à moi-même, il peut y avoir quelque chose d'aristotélicien, le relâchement de la volonté. Ce n'est pas la même chose, mais il peut arriver que plusieurs typologies soient imbriquées les unes dans les autres. Le deuxième cas, l'employé qui privilégie son intérêt personnel sur l'intérêt de la société qui l'emploie. Par exemple, qui passe son temps à donner des coups de téléphone privés. C'est des choses assez classiques, paraît-il. Enfin, il paraît, moi j'y connais strictement rien, mais on m'a raconté des choses comme ça. Eh bien, le deuxième cas, après tout, semble relever d'une sorte de donnée anthropologique fondamentale, difficile à évacuer. Au fond, si la tradition chrétienne a raison, on est tous un peu comme ça. On a tous tendance à privilégier notre intérêt personnel et à nous préférer à tout autre, y compris à la loi. Et donc j'ai envie de dire, et sinon on en discutera tout à l'heure si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, je lance comme ça des choses pour vous faire penser, pour vous donner à penser, quitte à penser en désaccord complet avec moi, hein, ce qui est votre droit le plus strict. Mais si on a là une donnée anthropologique fondamentale difficile à évacuer, ça veut dire qu'il y aurait une certaine sagesse managériale qui consisterait à essayer de faire en sorte que l'intérêt de l'employé coïncide autant que possible avec l'intérêt de la société. Et il me semble que quand on joue sur les motivations, les primes, les salaires, etc., on essaie précisément de parvenir à ce niveau de coïncidence. Et j'appelle bien ça une sagesse managériale, parce que ce qui serait pas sage du tout, ce serait de prétendre évacuer ce qui est une donnée anthropologique fondamentale. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de se préférer à tout autre. On peut le regretter. On peut travailler sur soi pour essayer de se corriger un peu. Mais on ne peut pas humainement le reprocher à tout homme. Le premier cas, les retards chroniques, qui relevaient de ce que j'appelais le schéma aristotélicien, la mauvaise habitude, semble lui relever d'un schéma différent, d'un caractère qui est tel parce que le coupable s'est rendu tel. Je ne suis pas né paresseux, je suis devenu à force de ne pas me lever le matin, par exemple. Donc là, on comprend qu'une approche managériale responsable ne peut pas être du même type. Oh bah, je vais adapter les horaires par rapport à ta capacité à prendre ton tram à telle heure. Bon, il y a des élèves qui arriveront à 9h moins 10, parce que les pauvres, ils ont besoin de dormir un peu plus longtemps. Ceux qui peuvent, vous arriverez à 8h15, on commencera. Bien sûr, on se rend bien compte que c'est impossible. Donc c'est dans ce cas-là, bien évidemment, que se pose la question de la sanction. Quand la faute n'est pas imputable à quelque chose comme une donnée anthropologique fondamentale, mais effectivement à une sorte de paresse de la volonté, de relâchement de la volonté, qui engendre ce qu'Aristote appelle des mauvaises habitudes. Et dans ce cas-là, bien évidemment, la sanction a un sens. Le troisième cas que j'ai essayé d'imaginer, l'espion pervers, bon ben là je crois que c'est la faute par excellence, mais j'avoue que je ne saurais pas trop bien quoi en faire. Bon, enfin, ça tombe bien, je n'ai pas à en faire quoi que ce soit, pour ce qui me concerne. Bon. Là, on imagine bien sûr l'exclusion, la séparation. Il n'y a pas de voie possible de rémission quand la faute relève de la perversion, de la perversité, ce qui n'est pas exactement la même chose, et quand elle relève du relâchement ou d'une donnée anthropologique fondamentale.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'erreur là-dedans? Restons alors dans ce cadre concret. On vient d'essayer de voir rapidement, à partir de quelques schémas classiques, ce qu'on peut faire d'une faute en fonction de sa typologie particulière. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'erreur, y compris l'erreur professionnelle? Est-ce qu'il faut la sanctionner? Est-ce qu'il y a des erreurs fautives? Par exemple, des erreurs coupables parce qu'elles seraient dues à un relâchement de la volonté. Je crois qu'on se rend compte assez simplement que oui. C'est un cas de figure assez facile à élaborer théoriquement. Des erreurs dues à un relâchement de la volonté. Je vous en donne quelques exemples là aussi. Une erreur de facturation due à la distraction. Je téléphonais à mon petit copain en même temps que je faisais la facture. D'accord, j'ai fait une erreur. Ben oui, mais c'est une erreur et c'est une faute. C'est parce que c'est le relâchement de ma volonté qui engage le relâchement de ma concentration, qui conduit à une erreur dont je suis par conséquent coupable. Deuxième exemple, une erreur de procédure due à l'ignorance de cette procédure. Ah bah oui, mais je ne la connaissais pas, moi, la procédure. Ben oui, mais enfin, Aristote lui-même, toujours dans l'Éthique à Nicomaque, livre 3, relève qu'il y a une ignorance punissable. C'est ce qu'il appelle l'ignorance par incurie. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour savoir ce que j'aurais dû savoir. Les procédures, j'étais censé la connaître, soit parce que j'étais embauché, parce que je prétendais les connaître, soit parce que j'étais censé me renseigner pour suivre les procédures en vigueur. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que ce que je peux, moi, revendiquer comme une erreur, on peut me le reprocher comme une faute. Troisième exemple, je me trompe dans une référence parce que je ne l'ai pas vérifiée. Alors celle-là, je l'ai rajoutée in extremis il y a 2 jours, parce que j'ai découvert, je me suis trompé dans une référence la semaine dernière. Alors, du coup, je ne dors plus depuis une semaine, tellement j'ai honte. J'ai fini la conférence la semaine dernière en attribuant à Germaine Tillion la formule suivante: l'homme, infiniment fragile, infiniment précieux. Puis heureusement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, non pas pour contester, mais pour me demander où était cette référence. Du coup, j'ai cherché, je l'ai retrouvée, et pour découvrir qu'elle n'était pas de Germaine Tillion. Elle est de Tzvetan Todorov, à la fin d'un livre qui s'appelle Mémoire du bien, Mémoire du mal, tentation du bien, un livre exceptionnel d'ailleurs, et simplement, dans un hommage qu'il rend à Germaine Tillion, il dit qu'elle fait partie de ces personnes pour lesquelles l'homme est infiniment fragile, infiniment précieux. Voilà. C'était une erreur de ma part, et pourquoi je l'évoque? Mais parce que là aussi, bien évidemment, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien de fautif. J'aurais vérifié plus tôt, je n'aurais pas fait cette erreur. On peut considérer qu'elle n'est pas grave. J'espère votre pardon et votre mansuétude, bien sûr. N'empêche que je ne peux pas faire comme si cette erreur était simplement une erreur sans la moindre dimension fautive. Il y a faute à ne pas vérifier une référence, surtout quand elle est vérifiable. La preuve, c'est quelques jours plus tard, je l'ai vérifiée. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a une façon abstraite de durcir la distinction entre l'erreur et la faute. Ce qui nous semblait devoir être fortement distingué, c'est quand même pas du tout la même chose le domaine moral et le domaine intellectuel, mais on se rend compte que c'est au contraire profondément articulé. Toute faute, certes, ne procède pas d'une erreur. Le fautif peut très bien savoir ce qu'il fait et agir en connaissance de cause. On peut mal agir moralement sans se tromper. Le crime de sang-froid. Je ne me suis pas trompé du tout. Pas la moindre erreur. Le crime parfait. Très bien. Mais il se pourrait bien, or j'avoue que j'en fais pas une thèse, allez, au mieux une hypothèse, mais il se pourrait bien, au moins à titre de provocation de ma part, que toute erreur procède d'une faute. Une faute d'inattention, une faute d'incurie, l'ignorance coupable d'une règle. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire tout le mal que je pense de l'excuse bidon par excellence, du style « Ah ouais, mais enfin, je ne l'ai pas fait exprès. » Non, mais il ne manquerait plus que ça, quoi. Oui, on s'en doute bien. Mais
la faute ne consiste pas à l'avoir fait exprès. La faute peut consister parfois à ne pas avoir fait tout ce que l'on pouvait faire pour que l'erreur ne soit pas accomplie. Et donc on ne peut pas tirer une excuse suffisante de cet alibi assez étonnant, je ne l'ai pas fait exprès. Mais la question, c'est pas l'as-tu fait exprès, c'est pas ça qui fait la faute. C'est pas purement et simplement le fait que je l'ai voulu. Ce qui peut faire la faute aussi, c'est le relâchement de la volonté, l'ignorance par incurie, qui fait que je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Autre exemple d'excuse un peu bidon, je voulais pas ça. Bah oui, mais enfin, il fallait peut-être réfléchir aux conséquences avant. Bon, je provoque volontairement, hein, en me disant que je vois le temps passer et que je suis obligé d'aller vite sur ce qui demanderait sans doute à être tout à fait affiné. À quel niveau, donc, la distinction reste-t-elle pertinente? On a vu qu'entre l'erreur et la faute, après tout, la distinction ne doit pas être durcie, qu'il y a toute une zone d'interférence, mais à quel niveau la distinction entre la faute et l'erreur, et même la séparation radicale des domaines, reste-t-elle pertinente? Reprenons donc la distinction théorique telle que je l'ai établie. Théoriquement, les choses seraient simples. L'erreur serait de l'ordre du jugement. J'ai mal jugé. La faute serait de l'ordre de l'action. Ah, tiens, voilà peut-être une manière de distinguer les choses. On agit mal, c'est une faute. On juge mal, c'est une erreur. Et pourtant, là encore, cette distinction est un peu théorique. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que toute action procède d'un jugement. Un jugement, c'est rarement un simple jugement. Si je juge qu'un tel est un imbécile, je risque de me comporter envers lui en le traitant comme un imbécile. Et donc, il existe peu de jugements simplement abstraits qui n'aient pas pour conséquence une manière de vivre, de se comporter et d'agir. Donc on ne peut pas faire comme si l'ordre des jugements était parfaitement séparable de l'ordre de l'agir. Ce n'est pas si simple que ça. Et la deuxième raison qui fait que cette distinction me semble un peu théorique, disons abstraite, c'est parce que la médiation entre ces deux événements, juger ou agir, est toujours assurée par la volonté. Je juge à partir de cette volonté que j'ai éventuellement de dire la vérité, et toute action, bien évidemment, suppose l'engagement de ma volonté. Que j'agisse ou que je juge, la volonté est engagée en position médiatrice. Donc je reprends ma question. Peut-on penser une erreur qui n'est rien d'une faute? Alors on pourrait se dire, premier critère, il faudrait qu'il n'y ait pas de mauvaise intention. Je ne voulais pas mal faire. On a vu que c'est insuffisant. Je n'avais peut-être pas l'intention de me tromper. Enfin, ce serait absurde d'ailleurs. Je ne voulais pas me tromper. Ben oui, j'imagine pas tellement ce que serait une volonté qui voudrait l'erreur. On peut le dire. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a de concevable là-dedans. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention, donc ce n'est pas une faute. Ça ne me semble pas tout à fait suffisant. Je n'avais peut-être pas l'intention de me tromper, vous disais-je, mais avais suffisamment la volonté de ne pas me tromper. J'ai fait une erreur de procédure, j'ai fait une erreur de facturation. D'accord, je ne voulais pas l'erreur, bien sûr, encore une fois, il ne manquerait plus que ça. Mais, au fond, avais-je vraiment la volonté ferme de rester dans un état de vigilance qui aurait pu me prémunir contre le risque de l'erreur? Donc, dans ce cas-là, il est difficile de ne pas trouver le moindre petit soupçon de faute. Deuxième possibilité, si on veut essayer de les séparer radicalement, penser une erreur qui n'est rien d'une faute, si l'erreur n'entraîne aucun acte, c'est-à-dire si elle est de l'ordre d'un simple jugement. Mais là encore, je vous l'ai dit, c'est une position toute théorique. Dans le monde concret, tout jugement détermine une manière d'agir, puisque juger, c'est se disposer à agir. Donc, ça ne colle pas très bien non plus. Alors j'ai essayé d'imaginer une situation
telle qu'il ne soit pas possible du tout de connaître parfaitement les conditions de mon action. C'est-à-dire où mon ignorance n'est rien de coupable, parce que justement elle est indépassable. Je ne peux pas savoir. Et pourtant, il faut que j'agisse. Et il m'a semblé que le type de configuration qui répond à cette exigence, qui permettrait de penser une erreur qui n'est rien d'une faute, c'est une situation où je suis confronté à la nécessité d'anticiper l'avenir. Je vais prendre un exemple simple et parlant, un gardien de foot sur sa ligne de but, avec en face de lui Ibrahimovic qui se présente pour un pénalty. Bon, ceux qui jouent au foot parmi vous le savent, s'il attend de savoir où va tirer le tireur de pénalty, trop tard, il n'aura pas le temps de bouger, que la balle sera déjà au fond des filets. Bon, donc ça ne marche pas, cette stratégie. Donc il va falloir qu'il bouge. Qu'est-ce qu'il va faire, le gardien de but? Allez, hop, pique-nique douce, étoile andouille, droite ou gauche? Bon, je vais à droite ou je vais à gauche. S'il plonge à droite et que le tireur de pénalty tire à gauche, il s'est trompé, manifestement. A-t-il commis une erreur? Absolument pas. A-t-il commis une faute? Pardon. Absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute parce qu'il fallait qu'il choisisse un côté. Il ne savait pas, bien sûr qu'il y avait ignorance, il ne savait pas de quel côté allait tirer le tireur. Mais cette ignorance n'est pas du tout une ignorance par incurie. Elle n'est pas une ignorance coupable. Elle n'est pas l'ignorance de celui qui n'a pas tout fait pour connaître les procédures. Elle est l'ignorance de celui qui ne pouvait pas savoir et qui devait choisir un côté avant que le pied d'Ibrahimovic frappe le ballon et l'envoie au fond des filets. Si c'est Ibrahimovic qui tire, normalement c'est ce qui arrive au ballon. Hein. Il y a donc deux façons d'être fautif, soit par un déficit de l'intention, ce qu'on appelle la mauvaise volonté, soit par une intention maligne, alors ce que j'appellerais plutôt la volonté mauvaise, ici, la volonté viciée. Or, justement, dans le cas que je viens d'évoquer, le footballeur sur sa ligne de but, l'intention n'est absolument pas en déficit. Il n'y a pas de déficit de l'intention. Au contraire, l'intention du gardien ici est à la fois ferme et bonne. Il veut arrêter le pénalty et il veut faire ce qu'il faut pour l'arrêter. Et non seulement il veut faire ce qu'il faut, mais il fait ce qu'il faut. Il faut choisir un côté. Et pourtant, cette bonté de son intention, cette fermeté de son intention, n'empêche pas l'erreur. Et on a bien là un cas de figure où il y a bien une erreur qui ne doit strictement rien à quelque chose comme une faute. On a donc là une erreur parfaitement pardonnable, et j'irai même plus loin, une erreur qui n'a pas même à être pardonnée, parce que pardonner une erreur, c'est déjà la traiter comme une faute. Ou en tout cas, c'est déjà la considérer qu'elle doit quelque chose à une faute. On n'a donc pas ici une erreur qui serait simplement pardonnable, mais une erreur qui n'a pas même à être pardonnée. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui est une situation d'urgence et d'incertitude. Il faut agir rapidement, sans avoir en main toutes les cartes qui me permettront d'agir en étant assuré que ce que je ferai garantira un résultat satisfaisant, enfin le résultat recherché. Au passage, c'est une situation à laquelle sont confrontés tous les responsables d'entreprise. C'est une situation managériale très classique. Ça rejoint la question de l'efficacité. L'homme efficace, c'est celui qui prend le risque de se tromper dans un contexte d'incertitude, un contexte économique, un contexte social, un contexte commercial, c'est toujours un contexte d'incertitude. Je ne suis jamais sûr que ce que je vais faire sera exactement ce qu'il aurait fallu faire. Même si j'ai pris le temps de mesurer la situation,
de faire une étude de marché, eh bien il se peut que la situation ait évolué, que quelque chose m'ait échappé que je ne pouvais pas voir. Il y a une marge d'incertitude qui fait que je peux toujours me tromper. La seule façon de ne pas se tromper serait de ne pas agir, mais là, la culpabilité serait maximale, puisque je me dois d'agir dans un contexte d'incertitude, malgré l'incertitude du contexte. Il y a parfois faute à ne pas prendre le risque de l'erreur. Ce serait le cas pour le gardien. S'il ne prend pas le risque de se tromper, il commettra une faute en ne plongeant pas. C'est parfois le cas d'un responsable, en entreprise, où vous voulez, qui doit prendre une décision sans pouvoir être assuré qu'elle est exactement celle qu'il fallait prendre. Peut-être va-t-il faire une erreur, mais le pire serait de ne pas agir. Une sorte de timidité, de paresse de la volonté, qui ne me préserverait de l'erreur que pour me condamner à la faute. Quelques éléments de conclusion de manière à ce qu'on ait encore un peu de temps pour discuter ensemble. Vous comprenez que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il faut peut-être éviter de jouer le jeu d'une distinction formelle et abstraite entre l'erreur et la faute. Honnêtement, j'ai moi-même été surpris. Quand j'ai commencé à travailler cette conférence, je me disais, le but du jeu, c'est de bien distinguer. Puis quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à distinguer, je me suis dit que le but du jeu, c'est de leur expliquer pourquoi je n'arrive pas à bien distinguer. On s'adapte, on fait ce qu'on peut. Donc, éviter de jouer le jeu d'une distinction formelle entre l'erreur et la faute, c'est-à-dire voir quelle faute se cache derrière des erreurs communes. Il ne me semble pas que ce soit dureté intellectuelle ou dureté psychique. C'est une façon de renvoyer celui qui se trompe à une part de responsabilité qui est forcément la sienne. Il n'a pas été trompé, il s'est trompé. Le jeune qui fait une faute d'orthographe, il s'est trompé, d'accord, mais il n'a pas été trompé. Il s'est trompé parce qu'il n'a pas fait attention. Il connaissait la règle des participes passés, mais il n'a pas fait attention à l'appliquer. Ou il ne la connaissait pas, mais il aurait dû la connaître. J'ai longtemps enseigné qu'il fallait dire erreur d'orthographe et non pas faute d'orthographe. Aujourd'hui, je ne le dirai plus. Il y a bien une dimension fautive dans la plupart des dysorthographies. Dans la plupart. Si on nommait le cas de certaines dyslexies, dysorthographies pathologiques, etc. Mais la plupart des fautes d'orthographe que font les étudiants qui me sont confiés sont bien des fautes. La preuve, quand je les engueule, ils en font moins. Si le fait de gronder quelqu'un parce qu'il fait des fautes d'orthographe lui permet d'en faire moins, c'est que c'était bien une question de volonté. C'est qu'on était bien, en partie, en tout cas, dans le domaine de la faute. J'insiste, je ne dis pas que toutes les formes de dysorthographie sont fautives, mais beaucoup le sont en tout cas. J'ai essayé de vous dire aussi que assumer le risque de l'erreur dans un contexte d'incertitude qui est celui de l'action, c'est se donner les moyens d'agir. Le propre de l'action, c'est qu'elle, contrairement à l'entendement, n'est pas ordonnée à la vérité. Je peux me tromper en agissant, ne pas faire ce qu'il fallait. Et encore une fois, parce que le domaine de l'action est toujours un domaine d'incertitude. Le champ de l'action, c'est le champ de l'incertitude. Agir, c'est prendre le risque, c'est consentir au risque du réel, et c'est prendre le risque de ne pas faire exactement ce que j'aurais dû faire. Solitude du gardien sur sa ligne de but. La peur de se fourvoyer, de faire le mauvais choix, peut avoir quelque chose de paralysant. Et justement, celui qui est responsable d'un faisceau d'action, c'est celui qui doit consentir au risque de l'erreur. Il n'a pas le choix. Mais pour lui, on ne pourra pas lui imputer sur un plan moral l'erreur qu'il aura faite. Pas plus qu'on ne peut imputer sur un plan moral le mauvais choix du gardien qui n'a pas plongé du bon côté. Bref, je dirais pour finir que
Une fois qu'on a pris conscience de cet étrange compagnonnage entre l'erreur et la faute, de cette solidarité parfois inquiétante, on comprend qu'il n'y a pas de solution miracle, bien évidemment. Aucun cours de philosophie ne vous rendra d'une moralité irréprochable qui vous prémunirait contre le risque de toute faute, et aucun cours de philosophie ne vous protégera contre le risque de l'erreur. Bon. Donc c'est sagesse aussi que de se reconnaître faillible, aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre théorique. En revanche, il faut peut-être faire en sorte de savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Quand j'ai des factures à faire, qu'est-ce que je veux vraiment? Que ça passe le plus vite possible pour que je puisse donner mes coups de téléphone, ou le faire le mieux possible pour faire le moins d'erreurs possible? Qu'est-ce que je veux vraiment quand j'engage un programme d'action? M'agiter en faisant croire que je suis efficace, ou analyser les circonstances le plus finement possible pour réduire autant que possible les risques de l'erreur? Au fond, savoir vraiment ce que l'on veut. Ça paraît simple, c'est assez rare. Si j'appelle volontaire celui qui sait ce qu'il veut, j'appelle velléitaire celui qui croit savoir ce qu'il veut. J'aimerais bien ne pas faire d'erreur dans mes factures. J'aimerais bien réussir mes études en classe préparatoire. J'aimerais bien devenir ceci ou cela. Et non, mais ce n'est pas ça la volonté. La volonté, c'est est-ce que je le veux vraiment et est-ce que je me donne les moyens, dans la mesure du possible, de faire ce qu'effectivement je veux. De bien corriger mes copies ou alors de bien établir mes factures. Je vais le dire comme Descartes, la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Il faut d'abord que je sache exactement ce que je veux, si je veux le vouloir vraiment. Il y a donc bien une sagesse managériale qui doit à la fois pouvoir réduire la marge d'erreur, éviter les fautes et encourager le risque de l'action, ce qui veut dire aussi la prise de risque. Cette sagesse pratique requiert sans doute un peu de philosophie, et c'est vrai qu'il me semble que c'est confronté à des perspectives comme celle-ci, assez déroutantes, qu'on comprend, comme le disait le récent président de l'université, président de l'université de Strasbourg. Il a une formule qui m'a fait plaisir. Il a dit récemment en public, eh bien, des managers qui sont un peu philosophes, de toute façon, ça fera toujours des meilleurs managers. Alors je suis persuadé que aucun philosophe n'a le pouvoir de rendre un manager meilleur. Ça, j'en suis absolument certain. Mais pourquoi? Parce que, justement, je crois que c'est aussi le génie propre de ce programme, non pas former des managers à mieux exercer leurs fonctions. Alors, ce serait de ma part, totalement délirant de me croire capable de faire quelque chose comme ça, mais simplement quelque chose d'à la fois plus modeste et plus ambitieux. Faire, et je crois que c'est le génie propre de la philosophie, faire de chacun un philosophe. Un philosophe modeste, un philosophe avec ses références, un philosophe avec son domaine d'action particulier. Mais découvrir que la philosophie n'est pas le privilège d'une prétendue élite intellectuelle qui passerait un peu plus de temps que les autres dans les livres, mais que nous avons tous vocation à être philosophes, que la philosophie n'est pas une chasse gardée pour un certain nombre d'experts, et que l'on soit enseignant, que l'on soit cadre d'une société, que l'on ait des responsabilités dans le monde de la finance où vous voulez, ou que l'on soit un étudiant ou un élève, consentir à devenir un peu mieux philosophe, c'est tout bêtement consentir à être un petit peu mieux ce que l'on est déjà. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de prendre le dernier quart d'heure, comme d'habitude, pour palabrer tout à fait convivialement. Bonsoir. Alors, pour reprendre la figure du pervers, est-ce qu'on ne peut pas l'imbriquer dans le schéma de pensée de Saint-Augustin, si on se dit que c'est celui qui veut sa liberté contre
contre la volonté divine, mais à un point extrême, et qui voudrait justement faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, mais au point le plus extrême, et donc dans ce cas, ce serait faire le mal pour le mal. Oui. C'est vrai que là, ça oblige à compliquer un petit peu la figure du pervers. Ce que vous dites là me fait penser à quelque chose qui n'est pas parfaitement théorisé chez Saint-Augustin, enfin pas à ma connaissance, hein, mais je ne suis pas un expert de Saint-Augustin, mais qu'on trouve assez clairement en revanche au XIIe siècle, aussi bien chez Bernard de Clairvaux par exemple, Anselme de Cantorbéry, c'est que la volonté n'est libre que pour autant qu'elle est ordonnée au bien. C'est-à-dire que je ne suis jamais aussi libre que quand je veux le bien sans la moindre résistance. Et tout ce qui m'éloigne du bien, pour Bernard de Clairvaux, pour Anselme de Cantorbéry, serait donc au fond ce qui viendrait entraver ma liberté. Or c'est assez intéressant parce que dans nos sociétés modernes, on revendique souvent la liberté comme le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Je suis libre parce que je peux choisir le bien ou le mal. Et Bernard de Clairvaux nous dit, mais non, ça ne peut pas être la liberté, ça. La liberté de choisir le mal, c'est la liberté de se détourner de soi-même. C'est au fond une servitude, c'est être retenu par la fascination pour le mal. Et quand je suis retenu par la fascination pour le mal, je ne suis pas libre authentiquement. Et ça veut dire que dans cette configuration-là, il y a une forme de perversité qui ne consiste pas purement et simplement de manière radicale à vouloir le mal pour le mal, forme extrême de la perversité, de type par exemple sadique, mais une forme de perversité plus courante et plus commune qui prétend user de sa liberté en se détournant du bien. Alors c'est vrai que je ne suis pas sûr que ça a été théorisé comme figure de la perversité, mais ça a en tout cas été théorisé comme figure de la malignité. Et c'est vrai que là, la question de la liberté devient absolument capitale. Est-ce qu'une intelligence qui ne serait pas ordonnée au vrai, de tout son cœur, de toute son âme, si on peut parler d'un cœur et d'une âme de l'intelligence, qui est à ses limites, est-ce qu'une intelligence qui ne serait pas de manière décidée orientée vers le vrai serait encore une intelligence? On a du mal à le croire. Une intelligence qui se laisserait fasciner par l'erreur, c'est faux, mais qu'est-ce que c'est génial. Mine de rien, je crois que ça peut exister. Hein. La fascination pour l'erreur, quand elle est belle et séduisante, peut avoir quelque chose d'assez pervers. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas là la vocation la plus haute de l'intelligence. Pourquoi ne pas admettre la même chose pour la volonté? Si on admet que l'intelligence n'est jamais aussi intelligente que quand elle est ordonnée au vrai, pourquoi ne pas admettre que la liberté n'est jamais aussi libre que quand elle est ordonnée au bien? Il nous reste 10 minutes, hein, et voilà. Bonsoir et merci déjà. Je vous en prie. Oui. Comment vous traitez la question des actes manqués, par exemple, à ce moment-là? Ah oui. Je ne sais pas comment je la traite, moi, mais ce qui est rigolo, en tout cas, c'est la façon dont la traite Sartre, par exemple. Hein, parce que bon, les actes manqués, de manière traditionnelle, sont considérés, au niveau de la psychanalyse freudienne, par exemple, comme des actes qui n'ont rien de fautif. Donc rien de malin, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, au fond, une sorte de dynamique mécanique de l'inconscient qui fait que, au fond, ce que je dis, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu dire, mais ça l'est quand même. Bon, d'accord. Mais au fond, ce serait pas coupable parce qu'il n'y aurait pas d'intention signifiante derrière le lapsus ou derrière l'acte manqué. Je crois que ça m'a toujours laissé perplexe. Hein, vous savez bien que, enfin, il me semble à moi en tout cas, que derrière bien des actes manqués, des lapsus par exemple, on se demande parfois si c'est si inconscient que cela. Au fond, est-ce que je n'ai pas dit vraiment ce que je voulais dire? Est-ce que c'est pas justement ça que je voulais dire? Et est-ce que le contexte ne me sert pas justement de prétexte pour faire croire que je ne voulais pas le dire et m'autoriser à le dire quand même? Alors bien sûr, ça, c'est plus du tout une analyse de type freudienne. Mais au fond, c'est le soupçon qu'a Sartre. Se dire au fond,
derrière bien des actes manqués, qu'on appelle actes manqués, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il appelle alors une attitude un peu de mauvaise foi? Alors c'est intéressant ici parce que c'est la foi qui est mauvaise. Je me fais croire à moi-même que je n'ai pas voulu dire ça, mais au fond ma foi est mauvaise parce que je sais très bien que c'est ça que je voulais dire. Alors c'est vrai que Sartre, à ma connaissance, n'investit pas tellement le domaine des lapsus, c'est pas là-dessus, mais par exemple d'un certain nombre d'attitudes qui peuvent paraître a priori non fautives et qui pour lui le sont quand même. Alors, il a un exemple tout à fait sidérant, enfin excusez-moi là d'évoquer de telles choses, mais il évoque le cas d'une femme, d'une de ses maîtresses, qui chaque fois qu'elle fait l'amour se dépêche de jouir, enfin qui jouit très très vite. Et elle explique, quand Sartre l'interroge un peu, parce que ça va un peu vite pour lui peut-être, et ben elle dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux, j'aime tellement faire l'amour que je ne peux pas m'en empêcher. Et Sartre analyse ça, la pauvre, dans L'être et le néant, il donne pas de nom, heureusement, mais enfin bon, il y va carrément, puis il dit, non, j'en ai discuté avec elle, au fond, j'ai vite compris qu'elle n'aime pas du tout faire l'amour. Et que c'est, au fond, elle se fait jouir très vite pour mettre un terme rapide à la relation sexuelle elle-même. Et donc que la jouissance n'est pas ici le symptôme d'un désir qui ne se possède plus, mais justement le symptôme d'une volonté qui se maîtrise parfaitement dans un contexte où elle peut arguer en toute bonne foi d'une jouissance qui est en réalité de mauvaise foi. Et alors, à voir comment on peut articuler ça à plein de choses. Le gamin qui systématiquement ne prend pas le bon tram et est toujours en retard. Ça fait 2 ans qu'on lui dit qu'il prendrait le tram, qu'il part 3 minutes plus tôt, il se lèverait 3 minutes plus tôt, il réglerait la totalité de ses problèmes disciplinaires, et il n'y a rien à faire. Des gens, vous le savez, qui sont toujours en retard. Vous le reprochez à chaque fois que vous les invitez chez vous, mais enfin, tu as toujours 1 heure de retard. Alors vous dites, je vais les inviter 1 heure plus tard, 1 heure plus tôt, comme ça ils viendront à l'heure que je les attends, mais même là, ça ne marche pas quand même. Et là, vous vous dites, mais zut, est-ce qu'on est effectivement dans l'ordre d'une structuration psychique inconsciente qui produit des effets mécaniques absolument involontaires? Ou est-ce qu'on est dans le cas d'une volonté incroyablement complexe, qui est une volonté de mauvaise foi, mais qui veut parfaitement les actes qu'elle pose, même s'il les veut de manière incroyablement subtile et mystérieuse. Et j'avoue que pour bien des actes, actes manqués, que traditionnellement on n'impute pas à un ordre qui serait l'ordre de la culpabilité, un ordre moral, parfois ça ne change rien à ma bienveillance, hein, c'est pas la question. Mais même si je veux bien les accueillir avec bienveillance, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas l'ombre d'une faute, d'une dimension de culpabilité derrière ces actes où on a tendance à n'en voir aucune. Bref, un acte manqué, quelque chose me dit que c'est bien souvent une sorte de faute, une manière de jouer avec soi, avec autrui, soutenue par une volonté qui sait très bien ce qu'elle veut. Si on prend la volonté comme l'a décrit Schopenhauer, est-ce qu'on ne peut pas affirmer que ce serait cette volonté qui est à l'origine de la faute, comme dans le cas du garçon qui loupe son train alors qu'il sait pertinemment à quelle heure il doit le prendre? C'est sa volonté profonde et qui est puissante, qui est toute puissante, qui va faire, qui fait cette faute volontairement, et non pas une faiblesse de la volonté qui, malgré qu'ils connaissent la loi morale, l'empêche de l'exercer. Oui, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire au fond, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et d'une certaine manière, il est difficile de croire que celui qui est toujours en retard ne veut jamais être en retard. Et qu'il est plus simple d'assumer un schéma de pensée où celui qui est toujours en retard veut, après tout, fermement son retard. Parce qu'il veut ce mode de vie qui est le sien, parce qu'il veut d'une certaine manière cette différenciation qui le particularise, et parce qu'il se veut lui-même tel qu'il se fait être
en chacun de ses gestes, de ses actes. C'est devenu son modus vivendi, quoi. C'est sa marque de fabrique. Et je crois que je connais très mal Schopenhauer, honnêtement. Alors donc je ne vais pas creuser la référence à Schopenhauer, mais je crois qu'il y a là effectivement une manière de bien comprendre cette idée que derrière ce que l'on prend parfois pour un déficit de la volonté, il y a plutôt quelque chose comme une volonté pervertie qui sait très bien ce qu'elle veut, mais qui ne peut pas l'avouer, parce que d'une certaine manière, cette volonté, bien sûr, est coupable de vouloir ce qu'elle veut. Et donc, derrière ce qu'on appelle quelquefois des stratégies inconscientes, je vous ferai remarquer d'ailleurs que le terme est paradoxal. Si c'est inconscient, je ne vois pas comment ça pourrait être une stratégie. Mais derrière ce qu'on appelle stratégie inconsciente, je me dis que parfois il n'y a pas grand-chose d'inconscient, mais il y a tout qui est stratégique. C'est-à-dire une manière de se rapporter à son propre discours, à la propre image que l'on construit de soi-même, à ses propres excuses par laquelle on se construit, on s'élabore, on construit quelque chose qui n'est ni tout à fait de l'ordre de l'erreur, ni tout à fait de l'ordre de la faute, parce qu'au fond, ça oscille, non pas entre la souffrance et l'ennui, comme le pendu de Schopenhauer, mais au moins ici, en tout cas, en permanence, entre l'erreur et la faute, sans jamais s'installer ni dans l'un ni dans l'autre. Donc au fond, quand on me reproche d'être dans l'erreur, je peux glisser tout doucement, au fond, sur un registre qui est celui de la volonté, je fais ce que je veux. Puis quand on me reproche d'être dans la faute, je peux me camoufler un peu dans le registre de l'erreur. « Ah, j'ai pas fait exprès ». Mais au fond, on se rend bien compte qu'on est ici peut-être bien davantage dans la stratégie au moins semi-consciente que dans la mécanisation comportementale inconsciente, en tout cas. Il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes. N'hésitez pas s'il y a une dernière ou deux dernières interventions. Bonsoir. Bonsoir. Je me posais la question à propos de l'acte gratuit. Si on suppose qu'il existe, est-ce que cet acte serait alors privé de responsabilité? En clair, est-ce qu'il est possible de faire une erreur ou une faute si on commet un acte gratuit? Alors là, je vais être franc, c'est peut-être les limites de ma sagacité, hein, mais j'ai jamais compris ce que c'est qu'un acte gratuit. Jamais. On me l'a expliqué, hein, en terminale, mon prof de lettres, mon prof de philo, voilà, l'acte gratuit, ok, le train, l'AFCADIO, je sais pas quoi, tout ça. J'arrive pas du tout à comprendre ce que serait un acte qui serait parfaitement immotivé. Un acte qui n'aurait pas d'autre fin que lui-même. Et même se dire, je vais le faire juste pour me prouver que je suis capable d'un acte gratuit, c'est déjà se donner à soi-même une fin, qui est de tester soi-même la possibilité d'un acte. C'est déjà donner à cet acte une finalité qui n'est pas lui-même, mais la validation d'une position théorique. Donc honnêtement, l'acte gratuit, je ne vois plus très bien en quoi il serait un acte. Il me semble que, au fond, les penseurs de l'action qui m'intéressent, il y en a quelques-uns, des grands penseurs, Hannah Arendt par exemple, ou Raymond Ruyère ou d'autres, je crois qu'il y a ceci de commun chez eux, que l'action procède toujours d'une volonté. Et qu'elle procède toujours d'une... Et la volonté, précisément, c'est quoi le propre de la volonté? C'est de se fixer un but qui n'est jamais elle-même. D'accord, on peut trouver un schéma, par exemple de type schopenhauerien, dans lequel la volonté se veut elle-même. Bon, d'accord. Mais au fond, la volonté agissante, c'est la volonté qui veut poser quelque chose hors d'elle-même. Et du coup, l'idée d'un acte gratuit, c'est quand même l'idée que je trouve tout à fait paradoxale, pour ne pas dire contradictoire, d'un acte qui ne répondrait à aucune fin posée par une volonté, ce qui veut dire que ce ne serait pas un acte du tout, mais une sorte d'événement qui m'adviendrait, mais sans pouvoir être reconnu dans ce cas-là comme un acte. Alors, j'avoue que là, voilà l'exemple, si vous voulez. J'évoquais tout à l'heure ce que j'appelle des erreurs séduisantes, parce qu'elles donnent à penser qu'elles peuvent enflammer l'imagination et qu'elles nous offrent des postures qui peuvent être parfois assez fascinantes. Mais la théorie de l'acte manqué, alors tant pis, je m'engage, hein, et j'accepte totalement d'être contesté, hein,
ne me semble faire partie de ces erreurs séduisantes qui sont davantage fascinantes, en tout cas, que probantes du point de vue d'une compréhension rigoureuse de ce que serait l'action. Une petite dernière? Ou pas de petite dernière? Eh bien alors on arrête là, je vous remercie beaucoup pour votre attention.